Israël doit maintenant chercher des alliés, d'autres alliés. L'Inde, qui est déjà un très grand allié d'Israël. Malheureusement, l'Inde étant en bisbille avec la Chine, ça nous bloque un petit peu pour flirter avec les Chinois. Mais nous flirtons avec les Chinois car il y a des échanges commerciaux extrêmement importants entre la Chine et Israël. Bonjour et shalom, Richard Darmon, au micro du studio Kalita pour notre magazine mensuel d'analyse géopolitique, Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec aujourd'hui un thème lié aux importants développements survenus dans le sillage de la signature le 17 juin dernier du mémorandum d'entente, comme on l'a appelé, entre Washington et Téhéran. Et notre sujet, c'est de quelle manière Israël peut-il ou non s'accommoder de ce revirement à presque 180 degrés des positions américaines dans le conflit régional avec l'Iran. Pour en parler en ligne avec nous, Raphaël Jérusalemi, ex-officier des renseignements de Tsahal, expert en affaires militaires régionales et auteur de plusieurs ouvrages dans ce domaine. Raphaël, bonjour et shalom. Bonjour, shalom Richard. En tant qu'expert en matière de sécurité, et notamment de la sécurité d'Israël dans sa région, que pensez-vous de ce mémorandum qui n'est même pas un véritable accord passé entre Washington et Téhéran, et aussi de ses implications directes pour Israël? Alors, c'est une catastrophe, et ma seule consolation, c'est que il n'y aura pas d'accord ou un mauvais accord qui ne tiendra pas la route, et donc tôt ou tard, c'est juste une question de temps, il faudra revenir à la charge militairement contre l'Iran, avec ou sans les Américains. Cet accord finira par capoter parce qu'il y a beaucoup trop de trous dans le fromage, manque de garanties, de mécanismes de contrôle, et j'en passe. Sur le plan militaire, Israël aujourd'hui doit se reconcentrer sur une possible attaque seule, sans les Américains, de l'Iran, et regrouper et redéployer toute la complicité locale, et ils sont des milliers, iraniennes, qui peuvent nous aider dans un affaiblissement du régime dès que cette période des 60 jours, qui en seront certainement 120 ou 180, sera passée. Au Liban, à Gaza, dans le sud de la Syrie, ça doit, c'est d'ailleurs ce que déclare le chef de l'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, doit absolument garder toutes les zones tampons qui permettent à Tsahal d'assurer la sécurité des citoyens israéliens. Mais là, il y a aussi peut-être des opportunités face aux Syriens, face aux Libanais, en tous les cas. Le plan Trump à Gaza est un peu bloqué, hein, un peu beaucoup même, mais face à Beyrouth et face à Damas, Jérusalem pourrait effectivement explorer la voie diplomatique et arriver à une sorte de traité de non-belligérance avec la Syrie, avec le Liban. Alors on a vu justement, dès les prémices de ces négociations qui ont d'ailleurs démarré chaotiquement après la signature électronique du mémorandum, chacun de son côté, on a vu, alors que ça devait commencer vendredi, les négociations devaient commencer tout de suite après, le lendemain, on a vu les Iraniens jouer encore un bras de fer face à Washington. Ils ont annulé la première séance, ils ont accepté de la reprendre quelques jours après, et puis ils ont mis surtout en avant, au prétexte que le sujet qui servait de prétexte à ces nouvelles manœuvres, dont ils sont les spécialistes, c'était le sujet libanais, justement, dont vous venez de parler. Et ma question, c'est, est-ce que, comme c'est le sujet le plus brûlant, puisqu'il est mis en avant par les Iraniens comme un prétexte pour pas trop avancer, est-ce que vous pensez qu'Israël ne doit pas tenir compte des exigences qui sont évidemment iraniennes, mais qui pourraient être aussi en partie des exigences américaines, et poursuivre comme si de rien n'était ces opérations antiterroristes au Liban? Alors, le plus intéressant dans tout ça, c'est que deux pays se mettent d'accord pour qu'un troisième, qui ne fait pas du tout partie de leurs négociations, cesse de se défendre contre une faction terroriste. C'est un petit peu comme si Poutine et Zelensky signaient une entente comme quoi le Niger ne peut plus s'en prendre à Al-Shabaab ou Al-Qaïda qui sévit sur son sol. Et donc, c'est absolument ridicule. Israël n'est pas partie prenante de ces négociations, mais ce n'est pas qu'Israël, c'est aussi le Liban. Car le Liban veut se dégager de la férule iranienne qui a toujours fait problème. C'est venu après la férule syrienne d'ailleurs. Donc le Liban a toujours été... il y a eu des ingérences et le Liban, comme Israël, ne veut pas
du Hezbollah ne veut pas de la présence iranienne. Ils ont même ordonné l'expulsion des diplomates iraniens qui étaient sur le sol libanais. Et ça s'est Et pas fait. donc, tout cela, Mhm. voilà, ça s'est pas fait. Et bon, ben, le Liban a aussi un peu peur du Hezbollah et un peu peur de l'Iran. Tout cela étant dit, il y a un côté sécuritaire. Là, il y a, comme je l'ai dit, une nécessité pour les Libanais, les Iraniens, pardon, les Israéliens de s'arranger. Et à ce moment-là, les Iraniens n'auront rien à dire, surtout si on arrive à faire travailler l'armée libanaise avec nous. D'un autre côté, il y a le problème évidemment de notre dépendance des Américains et du chantage qui est fait, car en fin de compte, ce qui est fait maintenant, c'est un coup de chantage. Les Iraniens, eux, sont en train en fait de faire une erreur. Pour tolérer ces manœuvres à perfection, je pense qu'ils se pincent pour voir s'ils ne rêvent pas. Ils n'en croient pas leurs yeux ni leurs oreilles de la situation extraordinaire dans laquelle ils se trouvent après une défaite militaire de cette ampleur. C'est absolument aberrant. Et donc, ils regardent à chaque fois jusqu'où, c'est toujours été leur jeu, hein, jusqu'où ils vont pouvoir rouler Donald Trump dans la farine. Et ils tâtent le terrain en attendant de voir lorsque Donald Trump va péter un câble, comme il en a l'habitude. Alors les Iraniens se calmeront, retourneront gentiment à la table des négociations, etc. Là où ils commettent une grave erreur, à mon avis, c'est d'avoir justement assisté pour lier ce qui se passe au Sud-Liban à ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz et entre Téhéran et Washington. Car déjà, il y a pas mal de trous dans le fromage, comme je l'ai dit, mais là, ça peut véritablement, ce Sud-Liban qui est si explosif, si instable, si précaire, peut évidemment faire capoter l'accord, quoi qu'on en dise. Et cela, ça va dépendre beaucoup du Hezbollah, qui est une faction terroriste mal maîtrisée par les Iraniens, même s'ils sont les patrons, même s'ils leur envoient de l'argent. Il y a déjà eu plusieurs fois où le Hezbollah n'en a fait qu'à sa tête. Et donc, tôt ou tard, quelque chose peut se passer au Sud-Liban qui fera capoter tout le reste de l'accord. Et ça, c'est la faute des Iraniens parce qu'ils ont insisté pour faire ce lien qui est un lien complètement artificiel. Ce qui se passe entre une faction terroriste et un État souverain à plus de 1200 kilomètres de chez eux n'a rien à voir avec leur relation avec Washington. Alors sur le fond, Raphaël, comment expliquez-vous ce revirement de Trump qui est allé jusqu'à critiquer publiquement devant divers et récents forums internationaux ce qu'il a appelé, dans d'autres termes, le militarisme destructeur d'Israël et de Netanyahou, sous-entendu à Gaza, mais surtout au Liban. Comment vous expliquez ce changement de ton? Est-ce que c'est les intérêts stricto sensu des États-Unis qui télescopent les intérêts sécuritaires d'Israël, ou c'est quelque chose de plus profond? Comment vous analysez quand même? Ça a créé un choc en Israël, ce revirement. Alors, ça va beaucoup plus profond et ça se joue dans les coulisses. Alors, apparemment, il y a l'ego de Trump qui, voyant que ça allait prendre du temps et qu'il perdait de la popularité aux États-Unis, s'est un peu dégonflé. Hein. Donc, il y a un calcul politique à la veille d'échéances internes aux États-Unis. Il y a le calcul financier et monétaire, la panique un petit peu en voyant le marché du pétrole devenir complètement chaotique, qu'on en perdait en fait le contrôle, les réserves de pétrole et de gaz naturel de par le monde qui commençaient quand même à s'épuiser. Et puis aussi la visite en Chine, car c'est quand même après sa visite à Pékin que Donald Trump a effectué ce revirement. À cela s'ajoute la coulisse. En fin de compte, lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a viré tout ce qui était les fonctionnaires de Joe Biden, et parmi ces fonctionnaires, il a viré les véritables experts du Proche-Orient qui conseillaient Joe Biden. Il s'est retrouvé en fait sans conseiller. Et ses conseillers sont devenus les Saoudiens et les Qataris. Et là, il est à l'écoute. Il est à l'écoute de MBS, il est surtout à l'écoute d'un personnage qui est une éminence grise, un personnage dont on ne parle jamais, qui s'appelle Ali Al-Tawadi. Ali Al-Tawadi, c'est un Qatari puissant, qui réside donc au Qatar, qui a des relations très très étroites avec l'establishment américain. C'est lui qui a conseillé, très discrètement d'ailleurs, Witkoff, Kushner et Trump sur la démarche à suivre pour obtenir ce fameux protocole d'accord. Donc aujourd'hui, Donald Trump écoute les Qataris
Et c'est à cause de cela qu'on voit ce changement complet d'attitude. Je pense qu'ils ont réussi à le convaincre que, ce qui est absolument faux, c'est Benjamin Netanyahou qui l'avait entraîné dans cette guerre, qu'il regrette maintenant amèrement, que c'est à cause d'Israéliens, que ceci, que cela. Et c'est donc un revirement qui nous laisse tous complètement pantois, et même le Mossad ne s'y attendait pas. Alors, au-delà des éléments très importants que vous venez préciser, qui sont à l'origine donc de ce revirement, au fond, tout cela n'était-il pas prévisible, tous ces changements qu'on voit, justement en raison comment dirais-je, de tendances de fond qui interviennent, des tendances sociopolitiques en cours aux États-Unis depuis plusieurs décennies déjà et qui vont aller s'accentuer, des tendances qui font que d'abord il y a une marginalisation croissante du lobby juif, les PAC, et aussi de l'image d'Israël, y compris chez les jeunes juifs américains, mais plus au fond une transformation sociologique avec le poids de l'immigration, le poids des nouveaux Américains, j'allais dire. Et donc, est-ce que Israël n'a pas commis l'erreur de ne pas prévoir que finalement on arriverait à ces positions, puisque avec l'ère Obama, Obama avait déjà amorcé le retrait des États-Unis du Moyen-Orient, beaucoup plus préoccupé qu'il était par ce qui se passait dans le Pacifique, notamment avec la Chine. Mais Trump, lors de son premier mandat, lui aussi, il a continué dans cette voie. Et donc, est-ce que c'était pas prévisible que, ok, ça s'est passé incidemment pour les raisons que vous avez dites, mais sur le fond, est-ce qu'en Israël, on n'aurait pas dû un petit peu prendre des précautions? Alors, en Israël, on a prévu et pas prévu le coup. On n'a pas prévu le coup dans la mesure où, dans l'euphorie de Trump partant en guerre contre les mollahs, etc., les Israéliens étaient très enthousiastes et n'ont pas cultivé les relations avec le Parti démocrate. On a mis à fond la caisse le soutien au Parti républicain et à Trump, et on a négligé, en fait, le camp démocrate qui, jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a une frange à gauche qui est néfaste pour Israël, est quand même un parti qui compte beaucoup d'alliés d'Israël. Et là, on les a négligés. Et on a laissé effectivement la frange anti-sioniste du Parti démocrate prendre beaucoup trop d'ampleur. D'un autre côté, on a prévu le coup, car Israël est bien conscient qu'on va vers un Obama 2, peut-être même en pire que la période Obama. Et c'est la raison pour laquelle Benjamin Netanyahou, les Américains sont d'accord, à demander qu'on annule l'aide américaine à Israël, et que ce ne soit plus une aide, mais qu'Israël soit un client. C'est-à-dire que tout ce qui est armement soit signé avec des contrats d'acquisition en bonne et due forme par Israël d'armement. Et à ce moment-là, c'est plus une question politique, c'est du commercial pur et simple. Israël est un client. On se prépare donc aussi à un accroissement de la production militaire locale israélienne, une intensification de tout ce qui est la production de missiles. On en est déjà à prévoir des missiles qui seront imprimés en imprimante 3D. Donc on se prépare à une plus grande autonomie, et on est très bien conscient du problème. Là où on a été tous surpris, et il y a de quoi, puisque les Américains eux-mêmes le sont, je pense, c'est que Trump se tire en fait à lui-même une balle dans le pied. C'est qu'il arrive à ce genre d'accord qui est en fait aussi néfaste pour les États-Unis. Il n'y a pas ici quelque chose qui soit bon pour les États-Unis, mais on peut prendre l'exemple sur les pays de l'Union européenne et de l'Union européenne en général, dont la conduite de la diplomatie au Proche-Orient est exactement la même. Ils se mettent en fait le couteau dans le dos tout seuls. Et tôt ou tard, ils regretteront amèrement d'avoir mené ce genre de politique avec un Proche-Orient qu'ils méconnaissent ou qu'ils essayent d'enjoliver. Ils sont en train de commettre des erreurs vraiment basiques. On le sait, c'est comme le Quai d'Orsay en France, le département des Affaires étrangères américain ne comprend rien du tout au Proche-Orient, n'a jamais rien compris au Proche-Orient et applique des politiques catastrophiques. N'oublions pas aussi que sur le plan militaire, les Américains n'ont jamais été aussi brillants qu'ils le clament, car à part la Seconde Guerre mondiale, depuis, ils n'ont fait que perdre des guerres. Alors, pour élargir encore plus notre réflexion, face à cette dynamique dont on vient de parler, qui a de grandes chances de s'accélérer,
un analyste d'ailleurs israélien allant jusqu'à dire il y a quelques jours qu'Israël est déjà, je cite, en train de goûter et d'expérimenter avec ce rôle proéminent du vice-président Vance et de la tendance MAGA au sein du Parti républicain, ce que sera, je cite donc cet expert, ce que seront les lendemains assez proches de l'ère Trump, c'est-à-dire qu'on serait déjà dans l'après-Trump. Alors comment Israël, au-delà des mesures importantes que vous venez de citer, de l'autonomie par rapport aux armements et si vous voulez, le fait de ne pas devoir dépendre et de subir un chantage comme celui qu'avait fait Biden au début à Gaza contre Israël, un chantage aux livraisons d'armes. Comment Israël, sur le plan diplomatique, je parle, pourrait se préparer à cette nouvelle ère bien plus incertaine et périlleuse de ses relations donc, avec le grand allié américain? Est-ce que, comme le disaient certains politiciens, y compris il y a fort longtemps, je me souviens, j'avais été en relation avec Yitzhak Shamir, qui était un vieux routier du Likoud, et qui avait dit dans les derniers temps qu'il fallait qu'Israël absolument réfléchisse à nouer d'autres alliances dans le monde. Il pensait notamment à certains pays de l'Est asiatique, l'Inde ou d'autres, mais disons, est-ce qu'au plan diplomatique, il ne faut pas aussi se préparer à des revirements importants? Oui, alors, Yitzhak Shamir était un visionnaire, c'était un immense homme d'État, et le fait est que aujourd'hui, c'est exactement cela. D'ailleurs, MBS d'Arabie Saoudite nous montre la voie, parce qu'à chaque fois que quelque chose lui déplaît dans la politique américaine, il passe un coup de téléphone à Pékin. Et donc, c'est vrai, Israël doit maintenant chercher des alliés, d'autres alliés. L'Inde, qui est déjà un très grand allié d'Israël, malheureusement, l'Inde étant en bisbille avec la Chine, ça nous bloque un petit peu pour flirter avec les Chinois. Mais nous flirtons avec les Chinois car il y a des échanges commerciaux extrêmement importants entre la Chine et Israël. Hein. Les ports israéliens, c'est en fait des ports chinois. Tnuva appartient aux Chinois. Donc vous voyez, il y a cette possibilité-là. Il y a deux leviers en fin de compte. Israël a deux leviers sur Washington. Un, c'est d'aller effectivement passer des alliances ailleurs et ne plus être avec les Américains. Deux, c'est de déstabiliser le Proche-Orient. Car en fin de compte, comme je l'ai dit, aujourd'hui avec le Sud-Liban, mais demain avec une attaque contre l'Iran, Israël peut dire aux Américains, eh bien c'est très bien, si je tombe, tout le monde tombe avec moi, et donc je passe à l'attaque de Téhéran. Téhéran va lancer des missiles, non pas seulement sur Israël, mais sur les pays du Golfe, et on est reparti pour un tour, et le détroit d'Ormuz sera fermé, et j'en passe. Et ça, Israël peut le faire, et peut menacer de le faire. Et est-ce que vous pensez que finalement il y aura, quel que soit le gouvernement américain, soit le gouvernement nouvelle vague MAGA républicain, soit un gouvernement démocrate, vous pensez dans ce cas-là, car le scénario que vous décrivez peut se passer dans 2 mois, 6 mois ou un peu plus, est-ce que vous pensez dans ce cas qu'Israël peut aller prendre l'initiative d'une telle offensive tout seul, vraiment tout seul? Alors, le problème, c'est aux politiques, dont je ne suis pas expert, mais tout de même, il y a deux échéances. Il y a les élections américaines, à savoir qui va passer, mais on le voit, c'est ou MAGA avec une frange antisémite classique de droite, ou les démocrates avec une frange islamo-gauchiste. Et donc, là, on est mal parti, c'est sûr et certain. Mais les élections, c'est aussi Israël, car je ne suis pas certain que Benjamin Netanyahou et la coalition actuelle soient notre meilleur atout pour améliorer nos relations, non seulement avec les États-Unis, mais à travers le monde. Je vais vous prendre un exemple très simple. Lorsqu'on voit la dernière déclaration du ministre Ben-Gvir, comme quoi une mère endeuillée israélienne en vaut 1000 libanaises, qui fait des dizaines de millions de vues à travers le monde, on comprend bien que c'est de l'eau bénite pour les antisémites et pour les antisionistes, et nous avons là un très grave problème. Or, le silence retentissant de Benjamin Netanyahou à cet égard ne nous fait pas bien voir, car Benjamin Ben-Gvir s'exprime, lorsqu'il dit tout cela, s'exprime au nom de l'État d'Israël. C'est ça qui est embêtant. Et donc, il y a cet isolement. Et je pense que la seule chose qui peut aujourd'hui contrebalancer un gouvernement qui soit regrettablement antisioniste aux États-Unis, c'est d'avoir un gouvernement en Israël qui soit peut-être mieux accueilli
Je dis ça très très hypothétiquement, hein, parce que les antisémites, même lorsque nous nous conduisons bien, et même lorsque nous montrons patte blanche, continuent à être antisémites. Mais tout de même, par le passé, et d'ailleurs Benjamin Netanyahou lui-même en est l'exemple, Benjamin Netanyahou, par le passé, était reçu à bras ouverts dans toutes les assemblées politiques, l'Assemblée nationale en France, le Pentagone, le Congrès américain et j'en passe. Il y avait là, au contraire, une très grande popularité de Benjamin Netanyahou qui réussissait sur le plan diplomatique et même économique. Aujourd'hui, malheureusement pour nous et pour lui, il ne jouit plus de cette popularité et je pense que ce n'est pas de sa faute à lui, c'est de la faute de la coalition qui l'entoure. Alors c'est vrai qu'il est un peu responsable parce que c'est lui qui a monté la coalition, mais cette coalition lui nuit à sa carrière politique, nuit à sa réputation, et il ne s'en aperçoit pas ou pas suffisamment, plaçant donc un calcul électoral local à la place de son image de marque internationale qui était excellente jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Eh bien, comme le temps qui nous est imparti touche à sa fin, je vous remercie vivement pour toutes ces analyses et ces précisions. Je remercie aussi les auditeurs de nous avoir écoutés et je leur donne rendez-vous à notre prochain magazine mensuel. Merci Raphaël Yerushalmi et à bientôt. À bientôt, et